Mais je suis pas trop une femme de la question. C'est pas une questionneuse. Non. Une femme du silence. Ouais. 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 Du silence et du regard et de l'observation et de. Quand je marche dans la rue, je suis toujours la tête en l'air. Je peux m'arrêter au milieu de la rue parce qu'il y a des jolies lumières sur un balcon ou parce qu'il y a la lune qui a une forme qui m'amuse. Je peux m'arrêter pendant 3 minutes et puis après je repars. Intertexte, Lola Créton. un podcast animé par Arthur Segar. C'est toujours méga difficile de trouver l'élan, tu sais, pour commencer. Ouais. Mais en tout cas, je suis super content d'être là et de parler avec toi du coup de 7 textes, donc comme dans chaque épisode, Ouais. du dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, Ouais. du texte qui pour toi parle le mieux d'amour, d'un texte qui provoque la réflexion, Oui. d'un texte que tu aurais voulu avoir écrit, d'un texte à offrir, un texte dans lequel tu aimerais vivre, et on finit par une petite carte blanche. Oui. Et avant ça, donc j'ai un petit jeu de cartes ici, donc des cartes sur lesquelles j'ai marqué des petites phrases, des petites citations. Et donc pour commencer, si tu veux bien mélanger un peu ce jeu et en tirer une, et voir si ça t'inspire quelque chose ou pas, ou quoi que ce soit. Être fragile et devenu une insulte. Alors en fait, petit bug qui est qu'on l'a déjà tiré une fois celle-là. Ah oui ? Donc Mais c'est drôle parce que c'est bien. ça te parle ? Ouais. Bon bah ok, y a aucun problème. Bah vas-y, ok. Qu'est-ce que ça... Vas-y. Alors, donc, être fragile est devenu une insulte. Qu'adviendra-t-il des incertains, de celles et de ceux qui ne s'en sortent pas? Est-ce que tu arrives à me déchiffrer? C'est ça le problème. Oui. Ah là. Ah oui, alors, donc être fragile est devenu une insulte. Qu'adviendra-t-il des incertaines, de celles et de ceux qui ne s'en sortent pas ou laborieusement, sans gloire? On finit par célébrer les mêmes valeurs que ce gouvernement que l'on conspue, la force, le pouvoir, vaincre, gagner. Très bien. C'est exactement ça. Ouais. Ouais. Rien à ajouter sur cette carte. Rien à ajouter. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? C'est exactement ça. Et c'est exactement ça maintenant en plus. Ouais. Donc, enfin, sûrement depuis toujours, mais. Mais je sais pas. C'est Lola Lafont. Ouais. Oui, ok. Et tu sais quoi, comme en fait d'habitude quand il y a une carte qui est tirée, je l'enlève du jeu. D'accord. Mais celle-là, elle a déjà été tirée Oui. dans un précédent épisode, Oui. qui est vachement bien d'ailleurs. Mais du coup, peut-être exceptionnellement, si tu veux en tirer une autre, et peut-être même ça fait une combinaison de phrases. Peut-être même qu'elles se répondront, on va voir. Plus je vieillis et plus je trouve qu'on ne peut vivre qu'avec les êtres qui vous libèrent et qui vous aiment d'une affection aussi légère à porter que forte à éprouver. Albert Camus, lettre à René Char. Je dois l'avoir dans mon portable, celle-là, quelque part. Ouais. Oui. Je garde beaucoup de citations, de trucs comme ça dans mon portable. J'ai des captures d'écran et j'ai 5000 photos parce que je fais que des captures d'écran. Ouais, c'est ça, moi aussi j'ai ça. Après, j'ai une galerie de captures d'écran et je retrouve plus les bonnes citations. Exactement. Et c'est un truc que tu ressens, ça? Plus tu vieillis, plus tu as besoin d'affection légère? Bah ouais, de pas s'emmerder, se faire emmerder, quoi. Par exemple. Pas s'emmerder la vie tout seul. Ouais. Et de pas se la laisser emmerder par personne. Mais de pas emmerder les autres non plus, juste d'être plus simple. Ouais. Et donc toi, tu arrives aussi à être, pas seulement à ressentir des affections légères et à t'entourer de gens légers, mais à être aussi légère pour les autres, tu penses? Non, c'est difficile tout ça. C'est difficile tout ça. Je pense que... et d'un côté et de l'autre, je pense que c'est un travail, quoi. Puis on tombe dedans, quoi. On tombe dans la vie, puis on sait pas... Mais il faut essayer.
déjà. Se poser la question, déjà, je pense. De pas peser sur les autres. Ou ouais, de pas je sais pas peser parce que je pense qu'on pèse tous. Ouais. Mais de pas moi j'essaye toujours de pas faire ce que j'ai pas envie qu'on me fasse, quoi. Jamais dans aucune relation humaine. Et de faire ce que j'ai envie qu'on me fasse aussi. Ouais, bah c'est une très bonne raison d'agir, enfin une très bonne maxime de vie, je pense. Super. Bon bah alors, on peut commencer si tu veux. Oui. Alors, c'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau ? C'est Par les villages de Peter Hanke. C'est une amie qui me l'a prêté. Et je l'ai lu cet été. Et voilà. Et je l'ai trouvé vraiment beau. Et ça m'a vraiment... Ouais, c'était beau. C'était beau. C'était très beau. Alors, de quoi ça, qu'est-ce que ça raconte ? Tu peux le... C'est dur à résumer. C'est dur à résumer parce que c'est que des monologues sur une vie, quoi. Sur une vie dans un village, de ce qui s'y passe, de ce qui arrive, c'est que de la réflexion chacun sur sa vie, quoi. Ils partent à chaque fois sur des monologues justement des maximes de vie, donc je trouve que c'est difficile à résumer. Je saurais pas. Ouais, Handke, c'est lui qui a écrit les Ailes du désir aussi, oui, où il y a un peu pareil, enfin je sais pas si c'est pareil du coup parce que j'ai pas lu ce texte-là, mais où du coup on survole Berlin et plusieurs existences se croisent, etc. Et il y a un peu une réflexion sur au final qu'est-ce qui fait la vie, qu'est-ce qui fait le sens de la vie, et la brièveté et en même temps la force, etc. Ouais, et de ce truc-là de plus je vieillis et plus je trouve qu'on ne peut vivre qu'avec les êtres qui vous libèrent. Enfin, c'est ça, quoi. Il y a des vieux, des jeunes. Mais j'avais noté un extrait qui m'avait vachement encore plus parlé. Mais j'ai pas, je sais pas quel personnage dit ça. Et regardez-les, ces dames et ces messieurs, comme hier et avant-hier, s'embrasser sans besoin, sans larmes dans les yeux, sans frisson, sans enthousiasme. Regardez-les coucher l'un sur l'autre sans délivrance. Regardez-les arriver au but sans y être. Regardez-les comme ils dorment maintenant d'un sommeil léger, sans savoir que c'est encore une fois un adieu pour toujours. Caoutchouc, caoutchouc. Oui, ils sont percés à jour. Les puissants aujourd'hui ont perdu leur sortilège. Voici bien longtemps, n'est-ce pas, qu'ils n'ont plus quelque chose de secret. Ils courent par bandes et aucun fleuve ne les accompagne. Ils croient qu'ils marchent et aucun nuage fait route avec eux. Ils jouent et aucun jeu ne refait d'eux des enfants. Dans les fêtes, ils sont avec nous, mais personne ne fait rien avec eux. Seuls nous, les blessés, entendons la beauté et voyons l'immensité. Eux, ils sont sans énigme, les morts sonores. Ne dit-on pas, le mal saura bientôt s'inventer sa machine. Ils sont les machines du mal. Ce soir, ici, c'est une fête d'un autre genre. Et du coup, pareil du coup, ça répond vachement à Lola Lafont, je trouve. Ouais. Sur les puissants, quoi. Ouais. Et du coup, le contraire des puissants, ce serait les blessés. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme dans... bon, c'est ma référence parce que je connais pas tellement d'autres choses de Handke, mais dans Les Ailes du désir, il y a aussi tout ce truc sur l'enfance. Et lorsque l'enfant était enfant, il avait peut-être un rapport plus vrai à la vie, plus authentique que justement dans le film tous ces personnages qui errent par les rues de la ville, etc., qui sont plus ou moins aliénés, qui font plus ou moins qui ont plus ou moins perdu la vie. Oui. Parce qu'ils sont pas encore je sais pas. Je saurais pas du tout. Moi, les enfants, je trouve ça aussi dur, en fait. Mais c'est vrai que
Mais c'est vrai qu'ils arrivent au monde sans rien, ils se transforment après, mais je sais pas du tout les enfants, j'ai pas trop de... Je pense qu'il y a des enfants déjà malins, quoi. Ouais. Tu n'idéalises pas l'enfance. Oh non, j'idéalise pas l'enfance. Non. Mais j'adore les enfants. Et je pense qu'il faut en prendre le plus soin possible parce que c'est nous qui avons décidé de les mettre là, en fait. Qu'ils n'ont pas décidé, eux. Donc, à partir de là, ils ont quelque chose qu'il faut protéger, quoi. Mais sinon, non, j'idéalise pas du tout l'enfance. Non, je pense que je suis beaucoup plus heureuse maintenant que je l'étais quand j'avais 3 ans, 4 ans, même 10 ans, quoi. Ouais. Ah ouais. Et à quoi ça tient? Ça tient à être fragile est devenu une insulte. Qu'adviendra-t-il des incertaines, de celles et de ceux qui ne s'en sortent pas? Moi, je m'en sortais pas. Ouais. J'avais pas un catalogue. Et maintenant, est-ce que c'est que tu t'en sors ou est-ce que c'est que tu acceptes une certaine forme de fragilité ou de légèreté? Ben, oui, j'accepte tout. J'accepte tout, je vis. Maintenant, je vis. Et on verra bien, ouais. Par contre, je suis quelqu'un qui est du côté de la vie, quoi, qui vit les choses, et puis on verra bien ce qui se passe dans ma vie. J'ai pas peur qu'il se passe quoi que ce soit dans ma vie, quoi. Je vis. Ouais. Et dans le poème de Handke, tu t'identifies plutôt au blessé, du coup? Oui. Ouais, bien sûr. Bah, bien sûr, à la tristesse c'est ce qu'il dit, quoi, de ces gens qui marchent et aucun fleuve ne court avec eux, aucun nuage ne les suit. Enfin, c'est quand même super triste, quoi. Ils marchent et ils regardent juste devant eux, ils regardent juste par terre, ils regardent juste... Je pense qu'il y a plein de gens comme ça. Et moi, c'est pas des gens qui m'intéressent. Okay. Oui. Et du coup, par opposition à cette façon de marcher sans voir, en fait, la blessure, ça permet peut-être de révéler quelque chose de la vie et d'avoir Ça décale les regards. Ouais, ça décale les regards. Je pense. Après, oui, c'est sûr que accepter le regard décalé d'un autre, il faut s'intéresser aux autres, quoi, pour l'accepter. Mais je pense que, en fait, quand on discute un petit peu avec chaque gens, il y en a beaucoup. De blessés? Ouais. Ouais. Beaucoup. C'est quoi pour toi le texte qui parle le mieux d'amour? Alors ça, c'était tellement compliqué. C'était tellement compliqué parce que je crois que mes captures d'écran, ça doit être à peu près que ça. Et du coup, je me suis dit que je partais sur un truc beaucoup plus large qui est Racine. Ouais. Valeur sûre. Ouais, valeur sûre. Et moi, c'est un de mes auteurs de théâtre préférés. Je sais pas pourquoi, tout le monde est là, genre, mais c'est imbitable et tout. Mais moi, je trouve ça merveilleux d'écriture et de diction. C'est incroyable. Et voilà. Et donc, comme toutes ces pièces, ça ne parle que de ça. Que d'amour. Et il y a des répliques magnifiques. Donc j'ai trouvé quelques-unes de Racine. Je crois qu'est-ce que j'ai fait? Phèdre. Ouais. Trop, voilà. Mais moi je rêve de jouer Titus. Je rêve de jouer Racine au théâtre, en fait. Vraiment. Vraiment. Mais, ouais, du coup j'ai fait ça. Et puis je me suis dit que ça, en plus, ça change un petit peu de langue. C'est sûr. Ouais. Tu veux en lire un peu, comme ça on entend un peu Racine? C'est difficile à faire comprendre. Mais en attendant que tu le joues sur les planches. Oui. C'est qu'est-ce qu'on fait? Phèdre. Donc c'est quand elle avoue à Œnone qu'elle aime Hippolyte, quoi. Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d'Égée, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagée. Mon repos, mon bonheur semblaient être affermis. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue.
Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler, je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourment inévitable. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui bâtis un temple et pris soin de l'orner. De victimes moi-même à toute heure entourée, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. D'un incurable amour remède impuissant. En vain sur les autels, ma main brûlait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte, et le voyant sans cesse, même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce dieu que je n'osais nommer. Après ça continue encore. C'est les... Ouais, c'est ça, c'est tous les feux de l'amour. Pour moi, Racine, c'est les feux de l'amour tout le temps, quoi. Ouais. Le feu au sens... Enfin, vraiment, les personnages qui sont littéralement consumés par l'amour et à la fin, bon, qui meurent tous à cause de ça. Oui. Sauf dans Bérénice, mais oui. Ouais. Et quand j'étais jeune, c'était un petit peu... C'était un espèce de fantasme romantique de l'amour qui, jusqu'à la mort, Roméo et Juliette et tous ces trucs-là. Mais j'aime toujours autant, enfin, ça me bouleverse toujours autant, en fait. Après, je le vois aussi en tant que comédienne, comme c'est du théâtre, et avec cette envie de le jouer, quoi. Ouais, bien sûr. Vraiment. Pas de le vivre, parce que c'est l'enfer, mais de le jouer vachement. Et donc, tu disais, c'est Titus particulièrement qui t'intéresserait ? Alors, pourquoi ? Titus et Phèdre. Ouais. C'est mes préférés. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Parce que c'est les plus belles choses d'amour sont dites par eux, pour moi. Par Phèdre et par Titus. Justement, c'est de l'amour plus dur. Au reste, tout ça, c'est de l'amour un peu gnangnan. Iphigénie, tout ça, c'est un peu gnangnan. Mais Phèdre, Andromaque aussi, elle est dure. J'aime bien les personnages... plus dur. Et dans Bérénice, les plus belles répliques sont à Titus, en fait, et pas à Bérénice. Un texte qui provoque la réflexion. Je pense que tous les textes provoquent la réflexion, mais comme Peter Handke, que je viens de lire. Moi, je lis beaucoup de poésie aussi, et je trouve que la poésie, ça fait réfléchir. Mais là, j'ai choisi ce que j'appelle Oubli de Laurent Mauvigné. Parce que j'ai découvert Laurent Mauvigné il y a 1 an et demi et j'ai lu Des hommes dans la foule et ce que j'appelle Oubli. Et voilà, et pareil, je l'ai lu comme un monologue et sur la violence des gens, sur l'incompréhension de... Mais comme dans tous ces bouquins en fait, enfin dans La foule aussi, c'est qu'est-ce qu'il y a à un moment des raps. C'est incompréhensible en fait. Et dans tout le bouquin, il ne nous le fait pas comprendre, puisqu'on ne comprend pas, on ne sait pas en fait. Jusqu'où ça peut te dérailler dans la tête, de battre quelqu'un à mort. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est pour ça que parce que je ne le comprends pas, je ne le conçois pas, je comprends pas je comprends pas. La violence des hommes... Et la violence physique, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Parce que du coup, le roman, ça met en scène la violence. C'est une histoire, c'est un fait divers, je crois, qui s'est passé à Lyon, dans un supermarché. Un jeune SDF qui va dans un supermarché et qui prend une canette de bière et qui la boit dans le supermarché. Mais il la boit... Comme ça nous est tous arrivé, tu es au supermarché, tu commences le truc, après tu le payes à la caisse. Sauf qu'il prend un peu de temps, il a le temps, donc il prend un peu de temps et les vigiles vont lui tomber dessus parce qu'ils pensent qu'il vole la bière et patati et patata et il l'amène dans l'arrière-boutique du supermarché. Ils sont 3 ou 4 et ils le battent à mort pour une canette de bière. Et donc le roman essaye de comprendre ça ou... Oui, il nous donne des petits... D'ailleurs, le passage que j'ai sélectionné, c'est ça, c'est où il dit, où il explique, où il se met à la place et il dit en fait comment ces gens-là excitent leur courage, leur colère, à continuer à frapper quelqu'un.
qui ne leur a rien fait. Et pourtant, avant ça, il a résisté un peu. Il le frappe sans se parler, et le bruit que ça fait dans son corps résonne sous les tôles du plafond, très haut. L'écho dans les réserves, leur souffle et son souffle, les râles qui se répercutent au loin comme des balles de tennis. Parfois le bruit d'un chariot qui charge des palettes, et eux, de le voir contre le mur de conserve, apeurés, l'air fou. Bientôt ça les excite encore. Sans qu'ils le disent, à cause du droit qu'ils se donnent et de la force qu'ils y trouvent, les uns après les autres, ils y vont, de leurs coups de pied et des coups de poing qui tombent et retombent encore. Ils cherchent l'angle qui fera mal, les uns après les autres. De plus en plus fort, de plus en plus vite. Le jeune mec avec sa gorge sèche respire comme s'il avait mal. Et ton frère bientôt n'a pas la force de crier et d'essayer de fuir. Il se raccroche à une idée, ils vont bientôt arrêter. Tant qu'il peut penser, il se dit, ils vont bientôt arrêter, ils vont bientôt arrêter. Et il a peur pour ses avant-bras parce que c'est avec eux qu'il veut protéger son visage. Mais les coups tombent, et bientôt ses bras tombent aussi, l'abandonnent. Il n'a plus la force. Il ne peut pas les relever, ni les bras, ni les mains, ni les jambes non plus. Et la poitrine ne sait plus où trouver la ressource pour se soulever, prendre l'air. Il faudrait de la force, il n'en a presque plus. À peine encore pour percevoir cette odeur poivrée du parfum. Il ne sait pas dire ce qu'il voit encore dans leur regard, ce sérieux, cette application comme si leur vie en dépendait. Celui avec les dents qui se chevauchent a l'air heureux et donne des coups sans retenue, à cœur joie. Tu vois, dis-moi si tu sais, si tu comprends toi, parce que il n'y a même pas de colère en eux pour les motiver, mais des encouragements pour s'échauffer, alors que c'est fini, la fin déjà si vite, si mal. Comment les choses s'effacent, s'oublient. Et ils inventent des histoires pour se faire croire que ton frère, oui, ton frère inoffensif avec qui tu te chamaillais pour savoir qui de vous deux réussirait le premier à atterrir dans le lit d'une fille, se faire croire qu'il est, à ce moment où il le frappe, tout ce qu'il leur a fait du mal dans leur vie. C'est comme ça qu'ils font pour continuer à s'échauffer, en se racontant des histoires. C'est 60 pages et il n'y a pas de point, quoi. Ok. Donc c'est pendant 60 pages. Traite. Ouais. Sans reprendre sa respiration. Ouais. Comme ce que ce moment a dû être, quoi. Et c'est ça. Et donc lui non plus, il dit que il s'invente des histoires, quoi. Pour haïr les gens, de toute façon, il faut se raconter des histoires. Les gens qu'on connaît pas. Il faut se raconter des histoires, je pense. Et est-ce que pour aimer les gens, il faut se raconter des histoires aussi ? Oh, sûrement à un moment donné. Et après... Et après, il y a ce qui se passe. Mais sûrement, au début, je pense. En plus, peut-être. Je sais pas. Quand on connaît pas vraiment la personne, on se raconte des histoires, je pense. Donc c'est peut-être une question d'histoire qu'on se raconte, si oui. on aime ou on déteste des gens, des groupes de gens. Ou, oui. Mais bon, une histoire qu'on se raconte dans sa tête ne vaut pas la mort de qui que ce soit. Ni la mise au banc de quelque minorité que ce soit, quoi. Mais toi, la violence, c'est quelque chose qui te fait particulièrement réfléchir ou qui t'intéresse ? Parce que quelque part, Racine aussi, il y a de la violence, il y a la violence au moins des sentiments, oui. Si ce n'est la violence physique aussi, en fait. Hein. Enfin... Ouais, mais c'est quelque chose que je vis, quoi. Ouais. Mais c'est dans les textes que j'aurais aimé écrire, il y a un passage là-dessus. Ouais, mais c'est ça. Tout est violent. Moi, je vis les choses très très fort. Du coup, tout est un peu violent, quoi. Ouais. Alors, quel est le texte que tu aurais voulu avoir écrit ? Oui. Il y en a deux. Il y en a un de Dominique Sampiero, qui est un poète français. Et il y en a un de Léo Ferré. Il n'y a plus rien. Mais j'aime surtout son live qui dure 16 minutes. Qui est incroyable. Et mes deux phrases préférées, c'est la première, c'est
trimballez vos idées comme de la drogue. À la frontière, rien dans les mains, rien dans les poches, tout dans la tronche. Je trouve ça très très beau. Et à la fin, où il dit dites-le vous bien, le pouvoir d'où qu'il vienne, c'est vraiment de la merde. ça me plaît beaucoup. Et l'autre, c'est un poème de Dominique Sampiero qui parle exactement de ça, en fait, de la fragilité et de être au monde. Lui dit être au monde comme une barque gorgée de pluie, amarrée au quai de la violence et de la brièveté. Et c'est ça qui dit. De la violence et de la brièveté, ouais. Je vais retrouver la phrase exacte, mais je crois que c'est bien ça. Je l'envoie à tout le monde, celui-là. Je l'envoie à tout le monde parce que c'est celui qui me parle le plus de moi, je trouve. Oui, c'est ça. Je vais lire le premier chapitre parce que c'est le plus... Il me faut peut-être commencer en racontant comment, depuis toujours, le silence ferme ma bouche sur tous ses secrets. Dans un mouvement de réclusion, de marée basse, une impuissance à dire vraiment qui je suis, en me condamnant à la métaphore, à la phrase sombre, infinie. Dire comment le silence ferme ma bouche sur cette haleine de brume et de rivière, sur ces secrets de cordes et de ficelles. Comment finalement je renonce à nommer ce qui m'emporte. Je reste amarrée au quai de la violence et de la brièveté, d'être au monde comme une barque gorgée de pluie. Un vacillement m'attire vers ce fond noir où nagent des ombres qui rutilent parfois. Des couteaux de lumière dans la vase capturent mes yeux longtemps. Quand les mots se rétractent jusqu'à l'os, ce terre fait craquer les gencives, les phalanges, et c'est une terre noire, plus sombre que la nuit, un trou béant dans la présence où tombent les regards les uns après les autres, comme des feuilles mortes. Parce que j'ai pas parlé pendant très longtemps, je parlais pas. Et du coup, et des fois, je retrouve ce truc-là, où je ne peux pas dire, je n'arrive pas à dire, et où ça se tait, tout se tait et tout se ferme, et ça peut durer des heures et des jours, et je sais pas pourquoi. Il y a des moments où ça revient, mais ça revient de moins en moins, mais il y a des moments où c'est... Ouais. Et quand j'étais petite, je me taisais tout le temps. C'est ça, c'est cette impuissance à nommer ce qui m'emporte, cette impuissance à dire. Impossible de dire. Je sais pas pourquoi. Et c'est pour ça que je lis beaucoup de poésie et que je lis beaucoup de trucs comme ça. Parce que ça parle pour moi. Oui. Et ça me va très bien. Et c'est pour ça que je suis comédienne aussi. C'est parce que j'ai des textes et que ça parle pour moi. Et que c'est ce que je préfère. Ouais. Avoir des textes à dire et avoir... Et l'improvisation, tout ça, ça m'intéresse pas beaucoup. Je trouve que les mots qu'on choisit seront toujours les plus justes. Qu'on met du temps à choisir seront toujours les plus justes que ceux qu'on dit comme ça, parce que on dit comme, enfin moi en tout cas, ça va trop vite et on dit un truc puis après on est là genre mais ça veut pas dire ce que je veux dire, alors que quand on se pose sur un texte, ça dit un peu plus, je trouve, ce qu'on veut dire. Mais moi j'écris de la poésie aussi. Ouais. Ouais, c'est ma forme préférée d'écriture, la poésie, vraiment. Parce que je pense qu'on peut tout, on peut tout voir, on peut voir ce qu'on veut. On peut voir ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Et chacun voit ce qu'il veut, et ça j'aime beaucoup. Oui, il y a une grande importance des silences aussi en poésie. D'ailleurs, c'est intéressant que tu aies choisi Racine, parce que les silences de Racine, parfois, c'est aussi éloquent que les alexandrins. Oui. Ah bah le silence, c'est... c'est ça, c'est ma vie, les silences. Moi, ça m'a jamais dérangé, le silence. Les gens qui parlent pas ne me dérangent pas du tout. Je suis très à l'aise avec les gens qui parlent pas. Alors que les gens sont pas du tout à l'aise avec les gens qui parlent pas. Non. Et
Est-ce que ça t'intéresserait, peut-être tu l'as déjà fait, est-ce qu'un rôle muet, ça t'intéresserait ? Oui, vachement. Mais vachement. Mais moi, de toute façon, j'ai pas des rôles très bavards de manière générale. J'ai pas des rôles très bavards. On peut pas dire que... On peut pas dire que jusque-là, j'ai eu des... Ouais, non. Mais un rôle muet, ouais, bien sûr. Ouais. Mais là, d'ailleurs, c'est pas muet, mais d'ailleurs, j'ai tourné pour une série Arte là cet été. Et je suis dans ces 6 épisodes et je suis dans les 2 derniers épisodes et je dois avoir 2 répliques, en fait. Et le reste, c'est que de l'action, du corps, De la présence. Ouais. Et là, on remonte un petit peu, mais je trouve ça intéressant cette citation. C'était quoi ? Arrimer au quai de la violence et de la brièveté. Je me sens arrimée comme une barque gorgée de pluie. Ouais. La barque gorgée de pluie, ouais, on voit lourd, bien, ouais. Ouais. Oui. Et du coup, le quai de la brièveté, est-ce que tu as un sentiment de la brièveté des choses ? Parce que Anke, moi, en tout cas, le film de Wim Wenders, Les ailes du désir, ça rappelle, comment dire ? Ouais, moi je sors de ce film en me disant, en fait, oui, la vie est brève et chaque instant recèle une sorte d'éternité, d'infini. Ouais. Et je sais pas combien il y a de gens qui meurent dans ce film. Enfin, peut-être qu'il y a qu'une seule personne qui meurt, mais enfin, il y a un peu ce truc de... et juste à un moment, on part et c'est fini. Et en fait, la vie, c'était super bref. Et voilà, l'amour. C'est comme l'amour, ça finit... Ça finit comme ça, et du jour, enfin ça dépend, mais du jour au lendemain, tu n'aimes plus, et c'est comme ça. Et c'est, pour moi en tout cas, c'est vraiment quand c'est fini, c'est fini. Et c'est rapide, c'est un truc super rapide, et ça fait très peur. Je comprends. Puis ça fait peur, mais c'est c'est vrai que il y a des décisions qu'on prend sur un instant, ouais. Donc t'as ce sentiment de la brièveté des choses ? Pas vraiment. Parce que non, pas vraiment. Moi, je trouve le temps long, la vie longue. Je trouve tout ça un petit peu long. Des fois, j'en ai un petit peu marre. Ah ouais. Des fois, je me dis c'est long. Des fois, depuis toujours, je me dis putain, c'est long. La vie, c'est long. C'est pour ça que tu fais des rôles avec 2 répliques. C'est parce que comme ça... c'est pour ça que je suis comédienne, pour que les choses passent et vivre 10 000 vies au lieu de que la mienne, quoi. Tu trouves pas ta vie intéressante ? Je trouve ma vie intéressante par ce... Mais oui. Ouais. Ouais, parce que je sais pas, je pense que, je sais pas. Non, mais je suis d'accord, les textes, ça rend aussi la vie intéressante, quoi. C'est aussi pour ça que je demande à tout le monde leur texte préféré. Ok. Oui. Un texte à offrir. Oui, alors moi c'est le texte de Justine Beau, Onanisme, qui est pareil, qui est un texte que j'ai, je sais pas, je l'ai adoré, je l'ai lu 3 fois, je l'offre tout le temps. Là, je l'ai encore prêté le mois dernier à un pote, donc je l'avais pas parce que je voulais lire, c'est tellement beau, je voulais lire des extraits et tout, mais du coup je l'avais pas. Parce que je lis un peu des gens vieux, et dans les jeunes, il n'y a pas grand monde qui me touche et Justine, elle a une écriture justement tellement incisive et poétique. Et pareil, en fait, c'est des trucs que j'aurais aimé écrire, c'est des trucs qui me parlent tout de suite. Tout de suite, ça me parle. Tout de suite, je vois exactement ce qu'elle dit. Et, par exemple, qu'est-ce qui te parle dans celui-là ? Donc celui-là, c'est une jeune fille qui a 20 ans. Ça se passe le lendemain de la Coupe du Monde là, de 2017. C'était quand ? 18, je sais plus. Peut-être 17, oui. Même avant, je sais plus.
il n'y a pas longtemps. Voilà. Il y a pas Enfin, il y a pas longtemps et en même temps... En même temps, ça commence à faire. C'était ouais. à l'époque où on pouvait J'ai aller dans l'impression les que ça fait un bars. peu 10 ans. Ouais. On pouvait se mettre debout dans les bars. Ouais. Donc oui, ça fait longtemps. Et donc c'est le lendemain de la victoire des Français en 2017. Et elle est née le jour de la victoire des Français 20 ans avant, en 98. Oui. Donc peut-être c'était en Donc, c'était 2018. Calcul. Et elle vit dans une petite ville au bord de la frontière espagnole et c'est la... Et c'est pas la misère, enfin c'est la prison sociale, quoi. Ça parle de la prison sociale de cette gamine qui a 20 piges, qui vit dans un HLM, qui bosse au McDo, son père meurt en fait dès le début du livre. Et c'est l'histoire de cette gamine qui n'est pas faite pour la vie, qui sait pas comment faire, quoi. Et qui se retrouve en fait c'est la violence quotidienne qui se fait balloter par une violence quotidienne en étant un peu en se laissant faire un peu en fait, comme tous ces gens qui ont dans leur tête que de toute façon il n'y a rien d'autre, quoi. C'est comme ça. Et c'est d'une violence folle, je trouve. Mm-hmm. Surtout qu'elle a 20 ans et que, ouais. Et c'est magnifiquement bien écrit. Enfin, il y a plein de... Ouais, c'est intéressant que la violence revienne. C'est pas la grande violence des vigiles qui tabassent un SDF, mais c'est du coup la petite violence sociale, des vexations, des humiliations. Donc ça, c'est aussi une forme de violence qui t'intéresse ? Ah bah ouais. Enfin, c'est une... Oui. C'est des gens qui sont... C'est être coincé, c'est un sable mouvant, quoi. C'est... ne pas pouvoir s'échapper de sa vie, quoi. Et ça, ouais, c'est quelque chose qui fait peur et qui fait mal et qui fait... Et qui est pour tellement de gens, en fait. Tellement de gens. C'est terrible. C'est terrible. Parce qu'on leur donnerait juste une... Juste, on leur parlerait on les intéresserait une fois, mais ils pourraient... Je sais pas, on pourrait avoir un pays incroyable avec des gens qui réfléchissent, parce qu'ils réfléchissent. Ne pas se donner le droit à soi-même de réfléchir, c'est par le système, quoi. C'est horrible. Je trouve ça horrible. Mais du coup, je trouve ça intéressant finalement que cette carte-là soit revenue de Lafont sur la fragilité, sur... Ceux qui savent pas faire. Ouais. Sur les vies sans gloire, en fait, et qui n'ont pas moins de valeur pour ça, quoi. Non. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est aussi une histoire de récit, ça ? Oui. Je crois que je vois de reproduction d'un récit, et puis de reproduction aussi de ce qu'on vit dans la famille et et à l'école et partout, en fait. C'est le récit qu'on te raconte, en fait. À l'école, on te raconte qu'il faut faire ci, il faut faire ça, et si tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu deviendras jamais quelqu'un d'intéressant ou d'intelligent ou de... C'est quand même fou, parce qu'on rentre à l'école à 2 ans. Enfin, c'est juste de la folie, quoi. Et du coup, depuis tout petit, on te dit des trucs comme ça, donc tu ne peux pas imaginer autre chose, tu ne peux pas imaginer autrement. Parce qu'on parle jamais de désir, quoi. Jamais de désir. De l'envie, de désir, de la... Et ceux qui sortent de là, ils sont sacrément forts, quoi. De trouver cette flamme tout seul. Je trouve. Tu penses qu'il faut forcément la trouver tout seul, du coup ? Toi,
Tu l'as trouvé comment? Moi je l'ai pas trouvé. Moi je viens d'une famille il y a des livres de poésie partout à la maison. Moi j'ai Ça t'a été transmis par ta famille? Ouais. Moi j'ai pas eu à exciter mon envie parce qu'elle était déjà là. J'ai eu la chance de ça en fait. Donc ouais, je trouve ça ultra beau et fort d'exciter cette flamme quand tu la vois nulle part en fait. D'ailleurs, Justine, son dernier livre est sorti là chez Grasset. Ouais. Le 5 janvier. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle Alphabet. Tu l'as lu déjà? Je l'ai pas fini, mais j'ai lu. Je vais lire le. Je sais pas si je lis le résumé ou la première page. Oui, je vais lire le premier petit paragraphe. C'est un lieu en moi qu'on appelle inceste. Ce lieu est à la fois ubiquitaire et inaccessible. Ce lieu antécède tous les autres lieux. Il préexiste au langage. Ce lieu me fonde et me détruit. C'est un lieu de rivage et d'idiome inconnu, car mon inceste est un inceste étranger. Il vient de Grèce et surgit en Atlantique. Mon inceste est Europe. Mon inceste un continent. Tout le temps d'écriture de ce texte, j'ai cessé de vivre, où j'ai vécu vraiment. Une vie fugitive comme la violence. Il fallait que le texte s'arrête. Ce texte où j'incendie l'enfance. Et c'est ça, c'est ce qu'elle dit. Elle dit dans son résumé, un jour j'ai cessé de vivre, mon corps chutait, je disparaissais. Il fallait écrire l'inceste. Ne pas écrire sur l'inceste, mais écrire par l'inceste. Par circonvolution, par va-et-vient. Écrire par le chaos. Il était temps de donner forme à la mémoire. Je suis allée en Atlantique, j'ai rendu visite à mon oncle Yorgos. J'ai tout enregistré. Il disait « Dis-moi où et quand ». J'étais dans son pavillon, comme 27 ans auparavant. Mon oncle m'exhortait de dire, je me taisais. On disait qu'il était violent, on disait qu'il était armé. Dans cet espace clinique, les morts reviennent, des guerres surgissent, la violence des générations anciennes nous traverse, l'instant de l'inceste demeure palpable. Alors j'ai écrit Junon, mon double, j'ai écrit Yorgos, la frontière entre cette enclave atlantique et sa Grèce natale que je n'ai jamais vue. J'ai écrit la famille, par l'inceste, j'ai puisé dans notre violence un alphabet. Bon, encore une histoire de violence. Hein. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ouais. Mais moi, je lis pas des trucs très très gays. Hein. Ouais. De manière générale. Mais je trouve ça intéressant cette phrase. J'ai tiré de cette violence un alphabet. Oui. Est-ce que la parole ou est-ce que l'art, ça tire sa source d'une violence originelle? Forcément. D'une blessure? Malheureusement, j'en ai l'impression. Mais par contre, je suis pas d'accord pour dire qu'il faut souffrir pour faire de l'art. Mais je pense que c'est ce qu'on disait au tout début, c'est la blessure décale le regard. Et je pense que pour faire de l'art, il faut avoir un regard décalé sur les choses. Donc, je pense que oui. Mais je suis vraiment pas du tout d'accord pour dire qu'il faut souffrir pour faire de l'art. Ça me plaît pas du tout. Parce que pour moi, c'est la vie, en fait. Un texte dans lequel tu aimerais vivre? Oui, alors ça, c'était très compliqué parce que comme je lis des trucs vraiment pas drôles, c'est ça, ouais. J'ai pas du tout envie de vivre ce qui se passe. Mais je dirais pour les hallucinations, quoi, pour voir des trucs hallucinants. Comme sous Champy, je dirais Les Chants de Maldoror. Et je dirais, j'ai un ami à qui j'ai prêté onanisme et lui m'a prêté un bouquin roumain qui s'appelle, et il est magnifique ce... Et c'est pareil, c'est comme Les Chants de Maldoror, quoi. Il y a des papillons géants qui sortent des glaces et des mecs... de la glace, d'un lac glacé, des mecs qui prennent de l'opium et qui bouffent le papillon. Enfin, c'est
Ça s'appelle... C'est Mircea Cartarescu et c'est Orbitor. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Après, je sais pas ce que vaut la traduction. Mais c'est intéressant, tu dis... Moi, Les Chants de Maldoror, c'est un texte fondamental pour moi. Voilà, oui. c'est une telle claque. Je sais pas comment dire, mais... Moi, j'ai jamais rien lu. Jamais rien lu qui vaille. À chaque fois que je replonge dedans, je suis là genre, mais... non, mais je le trouverai pas, quoi. Je trouverai pas, c'est pas possible, en fait. Je trouverai pas plus... Et là, je pense qu'en roumain, il doit être peut-être aussi beau. Je pense que la traduction est moins belle que ce que ce texte pourrait être. Mais ça ressemble vachement. Mais il y a 3 tomes. Mais j'allais dire, c'est un texte magnifique avec des hallucinations incroyables. Oui. Et en fait, Lautréamont, il a un peu inventé le surréalisme 50 ans avant, quoi. Donc ça, c'est évident. Par contre, en termes de violence, c'est pas mal, quoi. Moi, j'adore, c'est sur la cruauté. Moi, j'adore. J'aime beaucoup... Oui, je sais pas pourquoi. Ça me... Peut-être que c'est quelque chose que je suis, que je sais pas. Cette cruauté... Peut-être c'est une façon aussi d'exorciser ça. Oui, sûrement. Ouais, la méchanceté, la cruauté, mais c'est... Et d'ailleurs, en fait, même si c'est des textes formellement complètement différents, mais Maldoror, c'est un peu aussi ce mystère du mal, comme le texte de Laurent Mauvigné, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Il est imaginaire, comme c'est le diable, quoi. Ouais. Il est donc c'est beaucoup plus facile, pour moi, de l'imaginer, parce que ce n'est pas quelqu'un d'humain. Ouais. C'est quelqu'un de mythologique, quoi. Oui, c'est un dieu de la mythologie grecque, quoi. Le moment où il s'accouple avec la requin, requine, je sais pas si on dit requin. La femelle du requin. Ouais. J'adore ce passage. Ouais. Quand il dit qu'il cherche quelqu'un d'aussi féroce que lui et qu'il tombe sur ce banc de requins et là il y a elle qui... Et il va nager avec elle et il s'accouple et tout, c'est incroyable. Je trouve ça incroyable. C'est ça ton hallucination préférée dans Les Chants de Maldoror ? Ouais, c'est une de mes hallucinations préférées. Ouais. C'est vraiment celle qui m'a... Ouais. Et après, il y a tout ce truc de... Parce que là aussi, certes, c'est mythologique, etc., mais juste avant qu'il s'accouple avec la femelle du requin, en fait, il y a un naufrage et les naufragés qui essaient de nager vers la rive et lui, il leur tire dessus. Et pour le plaisir, en fait, il le dit, il n'y a pas de raison particulière. Et peut-être un peu comme, même si, encore une fois, c'est complètement différent, comme ces vigiles et tout, pour the sake of... Pour le plaisir de la cruauté, je pense. Je pense qu'il y a des... Oui, je pense qu'il y a des gens qui éprouvent bien sûr du plaisir à... Donc c'est quelque chose qui t'intéresse particulièrement, la cruauté sans raison. Oui, ça m'intéresse. Ouais, c'est vraiment un truc que j'aimerais jouer, parce que c'est Ouais. Tu voudrais faire Néron ? Néron. Mais oui, mais il est pas. Néron, il est amoureux. Ouais, donc il a une raison, donc c'est chiant. Exactement. Ouais. Il est pas cruel. Ouais. Il est pas cruel par cruauté. Enfin, il est cruel par. C'est un enfant, quoi, qui veut obtenir ce qu'il veut, quoi. Un homme. Donc il le fait. Mais c'est pas de la cruauté. C'est comme dans Les Chants de Maldoror, quand il faut laisser pousser les ongles 15 jours, que c'est doux d'enfoncer ses ongles dans la joue d'un enfant. Et de l'entendre crier. Et après d'allumer la lumière et de venir le consoler alors que c'est toi-même qui lui a fait... C'est la cruauté, c'est le... Ouais.
C'est intéressant comme choix, les chants de Maldoror. Oui. Ouais. Mais je l'ai lu très tôt. Ouais. Je l'ai lu très tôt et ça a vraiment été mon livre de chevet très tôt, quoi, et depuis très longtemps. Depuis quand? 13-14 ans. Ah oui. Ouais. Ouais. Et quand j'y reviens, à chaque fois, c'est pareil, quoi. À chaque fois, c'est pareil. Ouais. Des passages que je connais par cœur, mais c'est toujours aussi... Oui, c'est ça, c'est délectable. Ouais. Je sais même pas si ça existe. Si, ça existe, Délectable. c'est délectable, c'est vrai. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un texte qui s'épuise pas, qui s'épuise Non. jamais. Non. Non, et puis il y a des trucs, les chants sont tellement longs et tout, qu'il y a des trucs qu'on voit pas, enfin qu'on n'a pas... Ouais. Ouais, il y a des choses qu'on oublie. Ouais. Ouais, ou des choses on n'avait pas vu ça, quoi. Je pense. Donc t'habites un peu dans ce texte. Ben, Tu reviens souvent. ouais, enfin, mon imaginaire est vachement... comme Boris Vian et tout, mon imaginaire est vraiment... si l'herbe était bleue et les trucs genre... allons-y, quoi. Je veux bien voir ça. Finis son vent. C'est quoi ta carte blanche? Et ben, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Du sang sur la couronne. Ça m'a l'air encore un petit peu violent. C'est extrêmement violent et c'est Alban. Je veux pas écorcher son nom de famille parce que Alban Kettel Butters. Et c'est le résumé, c'est une époque de terreur, une république à l'agonie, gouvernée par une poignée de tyrans violeurs, anthropophages et incestueux, prêts à tout pour en finir avec l'autre sexe. Une pièce sur le pouvoir et la domination masculine, sous ses formes les plus paroxystiques, sadiques et barbares. Et c'est ça. Et c'est... Ah non, j'ai pas le... Là, j'ai quand la reine parle, mais... Oui, c'est ça, en fait. C'est où les puissants violent et tuent tous les autres. Tout le temps. Sans jamais s'arrêter. Est-ce que c'est une vérité générale? Tu disais le pouvoir, c'est... C'est quoi? C'est Léo Ferré, le pouvoir, c'est forcément... Le pouvoir d'où qu'ils viennent, c'est vraiment de la merde. Ouais. Donc Ouais. c'est ça aussi? Ouais, bien sûr. Je pense que en fait, d'où qu'ils viennent, qu'on soit d'accord ou pas avec les gens qui ont le pouvoir, il faut toujours le remettre en question, quoi, parce que sinon ça ne transforme rien, jamais. Est-ce qu'il y a un pouvoir légitime, ça existe pour toi? Non. 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 Ah non. Un pouvoir légitime, non. Non, je pense que c'est pas légitime. Je pense que c'est des fois un hasard, ou comme pour les présidents, en fait, c'est eux, mais c'est les programmes, c'est les trucs, c'est les machins, en fait. Eux, ils sont pas plus légitimes. Ils sont pas plus... non. De certains points de vue, en fait, on trouvera toujours des gens... ce sera toujours illégitime pour certaines personnes, quoi. Tous les points de vue... Après, se plier... Moi, j'ai jamais été très... j'ai jamais beaucoup écouté, jamais beaucoup... Si on me demande de faire un truc, je vais plutôt faire l'inverse, quoi. Et par esprit de contradiction. Parce que vraiment, oui. Parce que même si je peux être d'accord des fois, je vais quand même pas le faire. T'aimes pas qu'on te donne des ordres? Non. J'aime pas qu'on me donne des ordres, j'aime pas qu'on me donne des idées toutes faites ou de... Je sais pas. Ouais. C'est l'insolence, quoi. Bah c'est marrant parce que c'est peut-être aussi un truc de l'enfance, l'insolence. Oui. Ouais. Alors pour le coup, je parlais pas, mais j'étais très, très insolente. Je regardais très très mal les gens. Ouais. Ma mère me disait que je faisais baisser les yeux des adultes en me pointant devant eux et Ouais, j'étais très... Ouais, c'est vrai, l'insolence, parfois ça passe plus par le silence en fait que par la parole. Ah oui. Bah oui.
C'est de la provocation, en fait. C'est de rester comme ça et de ne pas bouger et de ne pas parler. Ça rend fou les gens. Ils comprennent pas, ils savent pas où attraper, quoi. Ils savent pas par où prendre quoi, qu'est-ce. Donc ils s'énervent. Et j'ai pensé à ça avant aussi parce que c'est intéressant parce que dans le résumé de cette pièce, il est question aussi de domination masculine. Et on n'a pas parlé de ça depuis le début, mais typiquement dans cette histoire de SDF qui se fait battre par des vigiles qui sont des mecs, et je crois dans le texte il dit c'est des mecs, et c'est mis en relation aussi avec, il s'imagine ensuite des exploits sexuels, etc. Et peut-être même Maldoror, dans le sens où Maldoror c'est aussi une figure masculine et qui va en fait faire du mal à des enfants et à des femmes. Voilà, est-ce que, tu disais la virilité, est-ce que enfin, comment dire, est-ce que la virilité, c'est lié à la violence, oui, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse aussi, la violence en tant que violence masculine ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bah, c'est évident. Enfin, de toute façon, en étant née femme, c'est même pas une question, c'est tellement évident, en fait. Que déjà, juste se déplacer dans la rue, depuis toujours, c'est tellement... C'est pas la même expérience, quoi. C'est pas la même... Ouais. Je pense qu'on... De toute façon, on vit pas la même chose, quoi. C'est évident. Après, est-ce que ça changera ? Est-ce que je vois pas. Je ne vois pas. Parce que malgré tout, franchement, moi, je vois pas. Tu vois pas, c'est-à-dire tu penses pas que ça non, peut changer ? J'ai pas l'impression. Ouais. Enfin, moi dans ma vie c'est toujours pareil, quoi. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Ni dans la rue, ni dans le métro, ni quand tu vas porter plainte, ni quand. Donc j'ai pas trop d'espoir, à part que, comme dans la pièce, à part qu'on prenne les armes, quoi. Tu penses que la violence peut être légitime ? Par contre, si le pouvoir peut pas être légitime, il peut y avoir une violence légitime pour répondre à un autre type de violence ? Renverser, moi je pense comme ça. Ouais. Moi je pense que pour renverser justement une violence, c'est Justine. La romancière Justine Beau passe en face du café où nous sommes installés, mais elle ne voit pas Lola Créton lui faire signe. Revenons donc à nos histoires de violence. Ouais, moi j'ai aucun... Après c'est la violence... Oui, j'ai pas trop de problèmes. J'ai moins de problèmes que tout le monde là avec la violence. Par exemple en manif et tout. Genre en fait je trouve ça fou qu'on puisse s'approprier un combat et décrédibiliser des gens qui se battent à leur manière. En fait, enfin ça c'est juste ouf, quoi. Ça me rend ouf quand sur tous les plateaux t'as les qui disent je condamne ces violences, mais tu condamnes quoi en fait? Mais mais t'es qui en fait? T'es qui? De quelle violence on parle? Ouais, c'est ça. Où est la violence? C'est ça qui est le plus violent entre la violence structurelle qui s'impose dans la vie quotidienne, comme dans le roman de Justine Beau, et la violence qui répond en fait à cette violence en manif, par exemple. Oui. Ouais. Je pense que ou les nanas qui cassent la gueule à des mecs. Bah ouais. Et je vais pas décrédibiliser cette violence. Cassons la gueule à des mecs. Ouais. Ok. C'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup, Lola. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Et je vous conseille bien sûr de guetter la présence de Lola Créton sur scène et sur les écrans. Et de réviser sa filmographie complète. Personnellement, je suis un grand amateur du film de Catherine Breillat, Barbe Bleue, dans lequel elle a le rôle principal. Et plus récemment, j'ai beaucoup apprécié sa prestation dans le sublime et bizarre Ultra Pulp de Bertrand Mandico.
Elle est un peu tordue, non? Elle régresse. Elle peut régresser jusqu'au stade anal, puis fœtal. C'est chaque année pareil. Ah bon? Il y a quoi avant fœtal? Ah, le vide. Ah, l'abyssal. La fin du jeu et le début du vous. Big Bang et Voie lactée. Ça fait froid dans le dos de la voir comme ça. Elle souffre, non? Vite allume. Quand le cercle de feu apparaîtra, le démon sera soufflé. Alors elle redeviendra vieille, planquée dans son costume. Pourquoi pas régresser? Parce que ce serait trop facile. Elle doit vieillir comme tout le monde. Cette salope, elle n'a qu'à faire de la chirurgie ou du sport si elle veut rester jeune. Moi, j'aimerais régresser. Tu n'y penses pas? Si. Depuis une minute, je pense fort quand je la vois comme ça. Par les villages de Peter Handke, originellement paru en 1981, a été édité dans une traduction de George Arthur Goldschmidt chez Gallimard en 1983. Phèdre de Jean Racine a été créé le 1er janvier 1677. Ce que j'appelle Oubli de Laurent Mauvignier est paru chez Minuit en 2011. Il n'y a plus rien est une chanson écrite et composée par Léo Ferré, créée sur scène en 1972 et parue l'année suivante sur l'album du même nom, édité chez Barclay Universal. Onanisme de Justine Beau est paru chez Grasset en 2019. Alphabet de la même autrice est paru chez le même éditeur en 2022. Les Chants de Mal d'Aurore du comte de Lautréamont sont parus dans leur première édition complète en 1874 chez Albert Lacroix. Orbitor de Mircea Cartarescu, originellement paru en 1996, est paru en 1999 chez De Noël dans une traduction d'Alain Paruy. Du sang sur la couronne d'Alban Kettelbutters est paru en 2016 aux éditions Quartet. Entre parenthèses, ni Lola Créton ni moi-même n'avons réussi à retrouver la référence exacte du poème de Dominique Sampiero qui a été lu dans cet épisode. Donc si par hasard l'une ou l'un d'entre vous retrouve cette référence, n'hésitez pas à me l'envoyer et je la ferai figurer en description de l'épisode. Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Ségard, illustré par Pauline Le Serre et dont la musique est empruntée à John H. Loverkind. Merci encore pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.